très heureuse de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 1h30. Nous allons décrypter l'actualité politique, parlementaire et l'actualité dans nos régions. Dans une demi-heure, notre invité politique, ce sera Aurélien Pradier, le secrétaire général des Républicains. Il répondra à cette enquête en une du journal Libération ce matin sur des soupçons de fraude lors de la primaire des Républicains. Dans le Club des territoires, on ira à Marseille. C'est la ville choisie par le candidat non encore déclaré, Emmanuel Macron, pour tenir son premier meeting. Il est annoncé pour le 5 mars. On sera avec Guilhem Ricavi, le directeur des rédactions de La Provence, qui nous donnera les dernières informations. Et pour commencer, nous sommes avec vous, Joël Guerriau. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour. On va bien sûr réagir avec vous sur la situation en Ukraine, puisque la Russie a attaqué cette nuit le pays. On en parlera avec vous. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères au Sénat. Et puis on parlera de ce débat sur la stratégie française au Sahel. Il avait lieu hier dans l'hémicycle du Sénat. On y reviendra bien sûr avec vous. Mais d'abord, on regarde ensemble les repères de l'actualité de ce jeudi 24 février. Et Vladimir Poutine est donc passé à l'attaque cette nuit. Dans une déclaration surprise à la télévision, il a annoncé une opération militaire en Ukraine. Jérémy Heintzmann. En pleine nuit, les explosions retentissent au-dessus de Mariupol, dans l'est de l'Ukraine, mais aussi plus à l'ouest, à Kharkiv et même dans la capitale, Kiev. Des bombardements qui font suite à l'annonce de Vladimir Poutine un peu plus tôt. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Des troupes russes seraient actuellement en train de franchir les frontières. Une offensive qui fait réagir l'Occident, à commencer par le président américain Joe Biden. C'est une attaque non provoquée et injustifiée des forces militaires russes. Le président Poutine a choisi une guerre préméditée qui entraînera une perte catastrophique de vies humaines et de souffrances humaines. De son côté, l'Ukraine, qui va déclarer la loi martiale sur son territoire, a demandé l'aide du Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence. Il est de la responsabilité de cette organisation d'arrêter la guerre. Donc je demande à chacun d'entre vous de faire tout ce qui est possible pour y mettre un terme. Un projet de résolution condamnant la Russie sera déposé dans la journée. La France, elle, demande à ses ressortissants de quitter sans délai l'Ukraine, qui a fermé ce matin son espace aérien. Et les 27 dirigeants de l'Union européenne se réunissent ce soir à Bruxelles. Réunion d'urgence décidée hier avant l'opération militaire de Vladimir Poutine afin de trouver une réponse coordonnée et de se montrer unis. Emmanuel Macron sera bien sûr présent à Bruxelles. Conséquence, il annule sa venue au dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et Jean Castex, le Premier ministre, qui s'y rendra à sa place. Jean Castex qui avait proposé de tenir ce matin une réunion sur les parrainages face à la difficulté de certains candidats à les obtenir. Réunion annulée car les associations d'élus n'ont pas souhaité y participer. Dans un communiqué commun, elles ont estimé que si Jean Castex a raison de se préoccuper de la question des parrainages, il le fait trop tard. La date butoir est fixée au 4 mars. Une enquête de journal Libération dénonce des fraudes lors de la primaire des Républicains. Valérie Pécresse, la candidate LR, dénonce une manipulation de déstabilisation grotesque. Gaspard Flamand. Une nouvelle qui ne va pas aider la campagne de Valérie Pécresse. Selon le journal Libération, la primaire qui a désigné la candidate LR en novembre a été entachée de manœuvres frauduleuses. Le quotidien affirme que plusieurs centaines d'adhérents fictifs ou décédés, voire un chien, se trouvent dans les fichiers du parti. Hier soir sur BFM, la principale intéressée affirme être la femme à abattre. Cette primaire, elle a été exemplaire. Elle s'est déroulée, j'allais dire, sans aucune contestation. S'il y avait eu le moindre doute, croyez bien qu'il y en aurait eu. Pour le sénateur qui était en charge de la sincérité du scrutin, les contrôles ont été extrêmement minutieux. Songez que notre problème, ça a plutôt été que beaucoup d'adhérents ont été écartés du vote parce qu'ils n'avaient pas donné tous les éléments nécessaires pour pouvoir voter. Dans un communiqué, le parti Les Républicains accuse Libération de vouloir délégitimer Valérie Pécresse et annonce saisir le procureur de la République. Dernière séance de la législature à l'Assemblée nationale. Les députés débattront ce matin de la crise sanitaire, puis voteront cet après-midi un texte sur le sport, sur le harcèlement scolaire et un dernier qui facilite le changement de nom de famille. Puis, il n'y aura plus de séance, sauf coup de théâtre.
jusqu'au 28 juin en raison des élections. Le Sénat, lui, continue de siéger en séance jusqu'à demain avec un texte sur l'organisation des élections en temps de crise sanitaire. Et puis parmi les derniers textes votés par le Parlement hier, l'allongement du délai légal de l'IVG de 12 à 14 semaines, un texte poussé par la majorité présidentielle, même si elle était divisée sur le sujet. Le Sénat, à majorité de droite, l'avait lui rejeté. C'est donc vous, Joël Garriaud, qui nous accompagnez ce matin pendant cette première demi-heure. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Élu de la Loire-Atlantique, membre du groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous êtes le vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Et l'actualité internationale, elle est évidemment chargée ce matin, puisque Vladimir Poutine a donc pris la parole, une intervention surprise, et il a annoncé une intervention militaire en Ukraine. Des bombardements se font entendre dans plusieurs villes du pays. Est-ce que c'est une surprise pour vous, cette attaque de l'Ukraine ? Oui, c'est une surprise dans la mesure où je ne pensais pas qu'on irait aussi loin. Je pensais que Poutine jouait à un poker menteur et qu'il n'aurait pas pris ce type d'initiative. Parce que là, vraiment, on a dépassé les limites de l'acceptable, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Puisque les limites sont franchies selon vous. Qu'est-ce qu'on fait face à Vladimir Poutine, maintenant ? Alors d'abord, qu'est-ce qu'on fait ? Vous l'avez dit, ça commence par le mot « on ». Je veux dire, ce n'est pas à la France d'agir, c'est à la communauté internationale d'agir. Il se trouve que nous avons dès ce soir des rencontres européennes ici à Paris. Nous allons recevoir pendant presque 48 heures des délégations venant de l'Europe entière, puisque nous avons la politique de l'Europe sur le plan de la sécurité et de la défense qui se tiendra jusqu'à demain soir, vendredi soir. Ça commence aujourd'hui. Ça sera évidemment au cœur de notre débat et de nos discussions. Il ne peut pas y avoir d'action qui soit conduite par un pays. Il est nécessaire qu'il y ait cet échange, qu'on mette sur la table finalement notre capacité à intervenir, eu égard, je pense, à la question des sanctions qui sont en général de faible portée. Mais on va parler des sanctions, mais qui a les moyens de faire reculer Vladimir Poutine aujourd'hui ? Est-ce qu'on a les moyens de le faire reculer ? Est-ce qu'on a les moyens ? On a toujours les moyens. La question, c'est est-ce qu'on, nous aussi, on dépasse la limite qui créerait une situation conflictuelle extrêmement grave. C'est quoi cette limite ? C'est d'intervenir militairement, bien évidemment. Pour autant, je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir, c'est qui porte la responsabilité de quoi ? Eu égard au fait qu'on est dans une situation qui est quand même bloquée depuis pas mal d'années. Il y a eu ce fameux format de Normandie, qui consistait entre 4 pays, l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne et la France, d'échanger sur un mode permettant de sortir d'une situation de crise où on voit bien que l'Ukraine est aussi divisée à l'intérieur. Le problème de l'Ukraine, c'est aussi à l'intérieur du pays lui-même, entre les pro-russes, ceux qui sont des indépendantistes, et ceux qui sont avant tout ukrainiens et veulent cette souveraineté ukrainienne, en particulier sur le Donbass. Cette situation, elle perdure. Malgré les engagements des uns et des autres, les choses n'avancent pas. Donc, malheureusement, le conflit armé est aussi la traduction de cette incapacité, pour les uns comme pour les autres, je pense aussi bien aux Ukrainiens qu'aux Russes, de se mettre d'accord et surtout de respecter les engagements qu'ils ont pu prendre de part et d'autre. Il y a une réunion à Bruxelles, on en a parlé, réunion des 27 dirigeants de l'Union européenne ce soir, réunion d'urgence qui a été convoquée pour montrer que l'Union européenne est unie. Est-ce que pour vous, l'Union européenne a les moyens aujourd'hui de faire reculer Vladimir Poutine et comment ? Est-ce que l'Union européenne a les moyens ? Vous savez, c'est avant tout une question de volonté et de détermination. Est-ce que d'abord elle prendra la décision commune sur le mode d'intervention qui doit être engagé ? C'est un autre débat et c'est là la grande difficulté. Vous voyez, moi je pense que les moyens on les a toujours, mais la question c'est avant tout l'interprétation que l'on aura finalement de la situation de part et d'autre pour arriver à des solutions qui seraient partagées. Mais ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à l'heure actuelle que des sanctions ? Justement, on va parler de cette question des sanctions. Il y a des premières sanctions qui ont été prises par l'Union européenne qui visent des diplomates russes, des députés russes. Est-ce que pour vous, il faut aller plus loin sur cette question des sanctions ? D'abord, il faut se poser la question de l'efficacité des sanctions. Elles ne sont pas efficaces de l'histoire. Non, parce que dans l'histoire des sanctions, et on en a vu dans bien des situations critiques, on l'a vu avec la Syrie, on l'a vu avec l'Iran, qu'en est-il advenu ? Les régimes sont toujours en place, ils se sont encore davantage singularisés. Et puis dès l'instant où les sanctions ne sont pas portées par l'ensemble de la planète, honnêtement,
le résultat, en général, est toujours à peu près le même. En Iran, quand en 2015, l'Iran signe des accords contre le nucléaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ouvre les frontières iraniennes, les relations commerciales entre la France et l'Iran reprennent, d'ailleurs au bénéfice de la France, puisqu'il y avait des perspectives économiques importantes. 2018, Trump, le président américain, casse ces accords, et on revient sur la politique des sanctions. Qu'a fait l'Iran? L'Iran s'est tourné vers la Chine. Et l'Iran, aujourd'hui, a des coopérations pour 25 ans qui ont été signées sur le plan économique avec la Chine. Donc pour vous, les sanctions contre la Russie, les sanctions économiques contre la Russie aujourd'hui, 1, c'est inefficace, et 2, c'est risqué pour l'Union européenne parce qu'elle va être perdante, c'est ça? Absolument. Je pense que ça peut évidemment avoir des effets induits qui ne sont pas du tout ceux que l'on peut attendre. Et c'est là le danger. Je veux dire que brandir des sanctions, en soi, ne suffit pas pour faire reculer une nation dans ses intentions, surtout quand elle est gouvernée par un homme qui, par définition, a une attitude un peu, je dirais, plus qu'autoritaire et qui, finalement, ne se préoccupera pas tant que cela des sanctions. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on ne peut pas prendre de sanctions, l'Union européenne a dit qu'elle n'interviendrait pas pour le moment, militairement en Ukraine. Qu'est-ce qu'on fait face à Vladimir Écoutez, Poutine? quand on est face à un conflit armé, en général, on réagit par les armes. Donc pour vous, il faut intervenir militairement. Et si on ne le fait pas, eh bien, évidemment, on montre son incapacité à tenir les positions qui sont les nôtres. Si demain, on était dans la même situation avec la Chine qui intervient sur Taïwan, on fait quoi? Vous croyez qu'on est en capacité de contraindre la Chine par des sanctions? Mais qu'est-ce qu'on fait? On envoie des soldats européens, on envoie des soldats français se battre en Ukraine? Je crois que malheureusement, j'ai pas du tout le souhait qu'on envoie des soldats français en Ukraine, mais à un moment donné, il faut bien que la communauté internationale s'interroge sur la manière dont elle peut se faire respecter dans le droit international. Et je pense que malheureusement, il y a peu de solutions. D'où la difficulté d'ailleurs d'arriver à une prise de position de cette nature. D'autant plus que la difficulté que l'on a encore une fois sur la question ukrainienne, c'est que je pense que les Ukrainiens ne sont pas totalement innocents, je veux dire, dans le mode de fonctionnement et surtout dans l'application des accords qui avaient été ceux qui ont été à Minsk. Donc ils ont une responsabilité pour vous dans ce qui arrive actuellement? Ils ont une part de responsabilité, bien sûr. Ils n'ont pas la part de responsabilité du fait que comment Poutine ait dépassé les bornes, bien évidemment, mais ils n'ont pas non plus, au niveau du gouvernement ukrainien, pris toutes les mesures pour arriver à une solution antérieure qui permette de solutionner ces... Mais vous le comprenez, Vladimir Poutine, en début de semaine, il reconnaît l'indépendance des séparatistes pro-russes. Hier matin, il disait être prêt à un dialogue ouvert, direct, je cite, direct et honnête pour trouver des solutions diplomatiques. Cette nuit, il attaque l'Ukraine. Comment vous comprenez ce que veut faire Vladimir Poutine? Mais bien sûr, non, je comprends surtout que c'est quelqu'un sur qui on peut pas faire confiance. Ça va de soi. À partir de là, on est dans une situation encore une fois de poker menteur. Donc on ne peut plus dialoguer avec lui pour vous? Ou il faut encore dialoguer avec lui? On n'a pas le choix. D'ailleurs, le dialogue est une condition sine qua non pour essayer d'avancer. Donc il doit être maintenu et on ne peut pas passer outre des arguments qui sont les siens. Il apporte quand même un certain nombre d'arguments. Ensuite, on peut ne pas être d'accord. Évidemment, nous ne le sommes pas. Mais on ne peut pas passer à côté de cette nécessité du dialogue. Un dernier mot, Emmanuel Macron, il a encore un rôle à jouer dans le règlement de cette crise où désormais tout doit passer par l'Union européenne et une coordination des 27. Il a un rôle à jouer en tant que président de l'Europe aujourd'hui, puisque la présidence française fait d'ailleurs qu'on reçoit, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, des délégations venant de l'Europe au Sénat cet après-midi, en fin d'après-midi. Donc il a forcément ce rôle de coordination et de médiation, mais il ne peut pas agir seul. C'est-à-dire on ne peut pas agir sans les Américains, on ne peut pas agir, je dirais, en dehors de l'ONU. Et je crois qu'en la matière, ce qui se passe actuellement dans les discussions au sein de l'ONU sont extrêmement importantes, puisque c'est là que les enjeux sont posés, c'est là que les échanges peuvent reprendre. Alors on va parler de la situation au Sahel cette fois, puisqu'un débat parlementaire avait lieu hier sur ce sujet. Quelle stratégie pour nos soldats au Sahel? On va voir ce qu'il s'est passé avec Marion Vigreux. Bonjour
Bonjour Marion. Bonjour Ariane, bonjour Joël Guerriot. Et Marion, on revient donc avec vous sur ce débat qui était organisé hier après-midi dans l'hémicycle du Sénat au sujet de la stratégie française au Sahel et du retrait des troupes du Mali. Oui, après l'Assemblée nationale avant-hier, c'est devant le Sénat que s'est exprimé le Premier ministre hier donc pour présenter la réarticulation des forces françaises au Sahel. Et avant d'évoquer la nouvelle stratégie, Jean Castex a dressé le bilan de ces 9 dernières années. Écoutez-le. Nos armées n'ont laissé aucun répit aux groupes terroristes, qu'ils soient affiliés à Al-Qaïda ou à Daesh. Et les objectifs qui leur avaient été fixés ont été, pour l'essentiel, atteints. Je veux en particulier rappeler l'élimination de plusieurs chefs internationaux de ces mouvements. Le Premier ministre a rappelé que la lutte contre le terrorisme allait se poursuivre grâce à un redéploiement des forces, d'abord au Niger, puis dans les pays voisins, avec la mise en place de dispositifs armés plus souples et modulables. Et c'est ensuite Bruno Retailleau qui a pris la parole. Si Bruno Retailleau reconnaît le succès de l'opération Serval en 2013, il regrette en revanche certaines erreurs militaires et diplomatiques de l'opération Barkhane. Écoutez-le. Aujourd'hui, en essayant d'être un peu objectif, lorsqu'on regarde sur le plan politique, diplomatique ou même militaire, que se dit-on? Est-ce que la présence de la France en Afrique, dans cette zone, a été renforcée dans son influence? Je ne le crois pas. Est-ce que la menace djihadiste a été fortement réduite? Je ne le crois pas non plus. Elle a plutôt augmenté, elle menace désormais des pays dans le golfe de Guinée. Et pour Bruno Retailleau, la plus grosse erreur, c'est la politique africaine de la France. Christian Cambon, le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, estime d'ailleurs que c'est justement le moment de repenser cette politique, et ce sans précipitation. Il alerte ainsi sur le ressentiment anti-français qui secoue le Niger, pays où la France prévoit justement de se redéployer. Joël Guerriot, est-il effectivement temps de repenser la présence française en Afrique, et ce, pas seulement sous l'angle sécuritaire ? Écoutez, d'abord, la question fondamentale, c'est de savoir si on a le choix. Or, le choix, il passe par le respect d'une souveraineté. Les pays d'Afrique sont souverains. Nous ne pouvons pas imposer une présence qui ne serait pas souhaitée. Mais souhaitée par qui? Souhaitée par le peuple ou souhaitée par les gouvernants? Aujourd'hui, il est manifeste que c'est une junte militaire qui nous chasse d'Afrique. Ce n'est pas forcément le peuple dans son ensemble. Je suis persuadé que si on faisait un référendum, on n'aurait pas forcément ce résultat-là. J'ai beaucoup de contacts et beaucoup de relations avec des amis africains, puisque vous savez que le Mali en particulier, et pas seulement le Mali, mais là on parle évidemment de ce pays plus que des autres. Le Mali, c'est une destination où les coopérations décentralisées ont été très très importantes. C'était le premier pays en coopération décentralisée d'Afrique. Moi, j'ai été maire d'une commune en 1995 et j'avais créé donc une coopération avec la ville de Kati, qui est la ville où se situent d'ailleurs les casernes militaires, d'où partent pratiquement tous les coups d'État. Donc, on voit bien ici que cet attachement que nous avions avec ce pays-là était avant tout la relation entre deux peuples, des peuples venant de France et des peuples maliens. Et ces relations sont des relations de fraternité, des relations de proximité. Moi, j'ai beaucoup d'attachement avec ce pays-là et je considère aujourd'hui que ce qui se passe n'est pas la traduction des intérêts des Maliens et met en danger d'ailleurs ce peuple qui est très attachant, et je suis vraiment profondément blessé de ce qui se produit parce qu'on oublie l'humain et on oublie finalement ces personnes qui vivent dans un pays magnifique et qui mériterait un autre sort que celui qui lui est malheureusement destiné aujourd'hui, eu égard à l'actualité, pris entre les djihadistes, pris entre une junte militaire. Ce peuple me semble particulièrement exposé pour un avenir plus qu'incertain, avec des méthodes qui vont être effrayantes, eu égard au fait que l'on sait combien les troupes Wagner ont des techniques d'intervention particulièrement dangereuses, d'une part, et puis d'autre part parce qu'on sait très bien que quand vous êtes face à une junte militaire, il vaut mieux se taire si on veut éviter un emprisonnement qui soit arbitraire. Moi, j'ai eu des contacts, j'ai téléphoné à des amis sur place, des élus, qui me disent on ne peut pas bouger parce que ce que l'on craint, c'est en exprimant une opposition, on craint de se retrouver finalement emprisonné. Et c'est là le problème de fond, c'est l'absence de démocratie.
Et justement, cette milice Wagner, il en a été question, Marion, lors de la prise de parole de la gauche. Effectivement, Jean-Marc Todé-Chini, qui s'exprimait pour le groupe socialiste, a dans un premier temps critiqué le manque de clairvoyance du gouvernement dans ce dossier, mais il s'inquiète également du déploiement de la milice russe Wagner en Afrique de l'Ouest, après la Libye et la République centrafricaine. Vous nous l'expliquez à l'instant, c'est une vraie inquiétude, cette influence croissante de la Russie? Ce sont des méthodes qui ont été pratiquées en Libye, qui ont été pratiquées en Syrie, c'est-à-dire mettre sur le terrain militaire des personnes qui ne respectent aucune règle en la matière et commettent les pires des exactions. C'est dramatique parce qu'en plus, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que cette junte va financer avec des moyens qui sont, comme on le sait, extrêmement réduits, une activité mercenaire totalement ahurissante eu égard à ce qu'a été par contre le comportement tout à fait remarquable des troupes françaises sur le Mali. Hein. C'est vraiment dramatique. Et Marion, les sénateurs ont interpellé le gouvernement sur 2 points essentiels. Oui, tout d'abord, la sécurité des troupes françaises encore présentes au Mali. Leur départ devrait prendre entre 4 et 6 mois. La ministre des Armées, Florence Parly, a expliqué que la France était prête à réagir avec beaucoup de fermeté en cas de menace sur Barkhane. Et puis les sénateurs demandent également l'anticipation de l'extension de la menace terroriste. Des attaques visent désormais la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, avec des filières djihadistes déjà installées. Et l'inquiétude, elle ne concerne pas seulement ces États du Golfe de Guinée. Il y a ici un enjeu africain. Jean-Yves Le Drian a fait le constat de la diffusion du terrorisme désormais sur l'ensemble du continent africain. Vous confirmez également, vous constatez ce problème-là? On peut faire confiance à notre ministre des Affaires étrangères quant aux renseignements qu'il a pu donner en la matière. Donc il ne m'appartient pas de le confirmer. Mais ce retrait du Mali et ce redéploiement, il est risqué pour nos soldats français, selon vous? Il est risqué, il est aussi risqué dans nos prises de parole, parce que je pense qu'il faut qu'on soit prudent aussi dans ce que nous affirmons au niveau des parlementaires que nous sommes et au niveau du gouvernement, car vous savez, la particularité de nos amis africains, c'est de suivre l'actualité française avec beaucoup d'attention. Les télés sont souvent tournées sur la France et ils connaissent parfaitement les résultats des matchs de foot en Ligue 1 et tout autant que ce que nous pouvons dire. Donc il faut faire attention que l'interprétation de nos propos ne mettent pas en danger la population française qui se trouve au Mali. Il y a encore des ressortissants, bien évidemment, sur Bamako et sur d'autres villes maliennes, et pas seulement donc des militaires. Donc je crois que nous devons être prudents de ne pas renforcer un sentiment anti-français par des prises de position qui seraient considérées comme insultantes sur ce pays-là. Donc je reste convaincu qu'en la matière, il faudrait être assez vigilant. Et les débats que nous avons eus, oui, mais attention à ce que nous disons. J'ai entendu d'ailleurs le Premier ministre malien dans des propos où il accusait la France d'intention en reprenant une position d'un député qui évidemment ne parlait pas au nom de la France, mais avait une opinion qui lui était personnelle. Et ce fut un prétexte pour le Premier ministre malien d'accroître un sentiment anti-français. Donc attention, soyons vigilants. Merci Marion. Merci à tout à l'heure dans le Club des Territoires. On parlera d'ailleurs avec vous de cette question de l'Ukraine, puisqu'il en a été question hier lors des questions d'actualité. On va terminer par l'actualité chez vous, en Loire-Atlantique. Maintenant, Joël Gariot, on retrouve à Nantes Arnaud Vadige. Bonjour Arnaud, merci beaucoup d'être avec nous, directeur départemental de Ouest France en Loire-Atlantique. On va parler d'un tout autre sujet avec vous Arnaud. On va parler de la souffrance animale et notamment de la question des méthodes de pêche. Oui, bonjour Oriane, bonjour Joël Gariot. 8 dauphins ont été retrouvés dans la matinée dimanche dernier sur les plages de Loire-Atlantique. C'est un phénomène récurrent qui n'en est pas moins inquiétant. Principale cause de ces échouages, on le sait, c'est la capture accidentelle de pêche, puisque les cétacés s'asphyxient, coincés dans les filets. Au même moment, hier, l'association L214 a dévoilé une enquête et des images vidéo choc sur la pêche au chalut. Et pour la première fois, elle présente la capture et le travail du poisson à bord du chalutier. L'objectif, c'est d'attirer l'attention sur la souffrance animale
animal, bien sûr, et plaider pour l'interdiction du chalut de fond. Ces images, qui sont assez douloureuses, montrent la lente agonie des poissons et des crustacés qui ont subi un écrasement dans la poche du chalut et un brusque changement de pression lors de la remontée. Alors l'association, qui rappelle que les poissons sont sensibles et qu'ils sont capables de ressentir des émotions, demande aux candidats à l'élection présidentielle de s'engager à organiser la fin de la pêche industrielle, la pêche au chalut et de la pisciculture intensive sous 10 ans. Monsieur le sénateur, vous avez été il y a quelques années rapporteur d'un projet de loi sur la politique commune de la pêche. Je sais que vous vous intéressez aussi aux questions liées à la mer. Pensez-vous que le législateur puisse imaginer une loi plus cadrée pour justement éviter cette souffrance animale en mer ? Monsieur... Vous pouvez lui répondre, allez-y, il vous écoute, il est là. Oui, monsieur le directeur départemental, d'abord je suis heureux de vous retrouver de cette manière un peu éloignée, mais c'est toujours un plaisir un petit moment, de vous entendre. Voilà. Bien, écoutez, moi ce que je pense, c'est que effectivement c'est un sujet majeur, d'abord parce que, vous l'avez dit, c'est récurrent. La question des dauphins en particulier est particulièrement poignante. Elle nous classe sur le plan international comme étant un très mauvais élève. Eu égard où vous avez parlé de 8 dauphins, mais en fait ce sont des milliers de dauphins qui chaque année sont tués, avec une problématique qui est que le pêcheur doit déclarer la pêche de dauphins. On est sur un nombre de déclarations qui est de l'ordre de 7 à 10 dauphins par an qui sont déclarés, alors qu'on sait particulièrement qu'il n'en est pas du tout sur ce chiffre-là, qu'on est sur des chiffres bien plus importants. Il y a eu des associations qui se sont prêtées à filmer. Vous parlez en l'occurrence... de documentaires qui ont pu être montrés en la matière, et on voit que c'est une sauvagerie terrifiante. Donc, vous parlez de notre département. Moi, je voudrais signaler que notre département, on a un parc qui est planète sauvage, puisqu'il n'y a que 2 départements en France qui ont des dauphins en captivité. C'est l'objet parfois de certaines critiques, mais c'est aussi la manière de faire avancer la science, puisque ce sont des chercheurs qui, à partir de la connaissance de l'animal, certes en captivité, essaient de mesurer comment on peut prévenir le dauphin du danger. Il y a eu des tentatives, il y a eu des essais qui ont été faits pour faire en sorte que sur les filets, par exemple, il y ait des répulsifs permettant d'éviter que le dauphin s'approche d'un filet. Ces techniques-là nécessitent bien sûr de lourds investissements, et quand on dit de lourds investissements, en général, on se retourne vers les politiques en disant s'il y a investissement, peut-on aider à ce que cette pratique se diffuse et devienne réglementairement obligatoire. Moi, je suis pour cela. Je suis pour qu'on prenne des mesures qui consisteraient d'une part à aider les pêcheurs à agir de la manière la plus efficace possible, mais également, avant tout, favoriser cette recherche pour arriver à, je dirais, prévenir le dauphin du danger qu'il porte en s'approchant des filets, parce que beaucoup de dauphins, étant pris dans des filets ou se heurtant à des filets, se blessent, meurent en mer, parfois viennent échouer sur les côtes, mais pas tous. Et parfois aussi, les pêcheurs ne rejettent pas les dauphins. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des films qui ont montré que parfois, le dauphin, finalement, il va finir dans des assiettes, ce qui est complètement ahurissant, scandaleux, surtout sur un pays comme le nôtre, qui a quand même les moyens d'agir de manière plus probante et protectrice des animaux. Dernière question sur la présidentielle et la question des parrainages, qui fait plus que jamais débat, Arnaud. Oui, alors c'est une autre forme de pêche, la pêche aux signatures des maires. Un vrai marathon qui s'est transformé en sprint pour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour. À 8 jours de la clôture des parrainages, tous les 3 accusent du retard, se sont même mis en pause pour multiplier les coups de fil et récolter les voix manquantes. Pour l'exécutif, il est même à craindre des mouvements de colère dans la population si jamais un candidat important devait être exclu faute de parrainage suffisant. Ce système, rappelons-le, a été créé en 62, avec au départ une centaine d'élus, passé rapidement à 500, et puis François Hollande a pris la décision de rendre publics les parrainages, ce qui n'incite pas les maires à donner leur signature pour ne pas se brouiller avec leur majorité parfois. Alors Monsieur Guerriau, pensez-vous que ce système favorise effectivement les partis établis, comme le Parti socialiste ou les Républicains? Et deuxième question, faut-il modifier cette procédure pour permettre aux autres partis d'obtenir plus de soutien? La réponse, monsieur le directeur départemental, c'est oui.
Mais c'est un oui qui est qui j'irais presque imbibé de colère. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on invite. Hier, j'étais au téléphone avec des maires justement, et vous posez vraiment un sujet clé. Et il se trouve qu'hier, j'étais appelé, le hasard est ainsi fait, par des maires me demandant ce qu'ils devaient faire. Parce que quelque part, ils sont pris dans l'idée qu'il faut qu'il y ait une forte participation à l'élection. Il faut éviter le risque de non-participation parce que finalement, les électeurs seraient frustrés de ne pas pouvoir choisir celui qui aurait été leur candidat dès l'instant où il n'aurait pas les signatures. Et d'un côté, ils ne veulent pas effectivement voir leur nom attaché à une candidature qui ne les satisfait pas. Moi, je trouve que c'est scandaleux qu'on revienne encore une fois sur un transfert de responsabilité de cette nature vers les élus locaux. Pourquoi? Parce que ce problème, vous l'avez dit, la loi, elle n'a pas été faite hier, elle existe depuis longtemps. Et le problème que vous soulevez existait déjà il y a 5 ans. Donc que des partis membres de la majorité présidentielle réclament aujourd'hui des signatures, alors qu'ils ont eu 5 ans pour changer la loi, et qui ne découvrent pas finalement le problème, moi je trouve ça assez déplacé et gênant. Moi je suis pour le fait que c'est pas aux maires finalement de voir, et aux élus locaux en général, de vivre ce transfert de responsabilité. Évidemment que positionner son nom à côté d'une candidature qui n'a pas notre choix, eh bien c'est particulièrement délicat. Et je comprends que les maires se refusent à le faire. Ça me paraît évident. Et en plus, j'aurais fini. Et un dernier mot, parce que le temps presse. Allez-y, Joël Garriaud, rapidement. Ce qui est gênant aussi dans une élection présidentielle, vous savez, c'est qu'une compétition. Quand vous êtes dans une compétition, vous avez une phase de primaire. Vous n'arrivez pas en finale comme ça, quoi. Et en demi-finale, il ne faut pas qu'il y ait non plus trop de candidats. Parce que si vous avez trop de candidats dans un temps qui est très, très limité, vous n'avez plus de débat. Or, il s'agit d'un choix extrêmement important. C'est l'élection la plus importante, puisque aujourd'hui, depuis 2000-2002, le président de la République et l'Assemblée nationale qui suit dans les 100 jours qui suivent vont déterminer l'avenir de notre pays, notre vie sociétale. Donc, il faut absolument pas laisser passer le fait qu'il y a trop de candidats. Merci beaucoup, Joël Garriaud. Merci d'avoir été avec nous. Merci Arnaud Vadich. On regarde la une de Ouest France, ô combien prémonitoire. Les Ukrainiens à la merci d'un imprévisible Poutine. C'est à la une de votre journal, alors qu'on apprend à l'instant la réaction d'Emmanuel Macron. La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine. Réagit à l'instant le président de la République et on va bien sûr en parler tout de suite avec Aurélien Pradier qui vous rejoint. Merci Joël Garriaud.